Bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? Eh bien, en allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leurs craintes. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Alors, 1 fois par mois, je pars à la rencontre d'une femme engagée contre les violences intrafamiliales en ruralité. Aujourd'hui, je suis à Vendoire, dans le Périgord vert, tout près de chez moi, pour rencontrer Marion Lafaille. Ensemble, nous allons parler de ruralité, de ses atouts, de ses difficultés, mais aussi du rôle de Marion au cœur de son village, de son engagement pour le dispositif Air en Dordogne. Et puis, cerise sur le gâteau, Marion est aussi chef d'entreprise. Alors, je compte bien lui demander ses secrets pour réussir à combiner tout ça. Bonjour Marion. Bonjour Sandrine. Est-ce que c'est juste ce que je viens de dire ou des bêtises ? C'est tout juste. Non, un bon résumé. Alors, pour développer, je pense que ce qui serait bien, c'est que tu te présentes. Donc, Marion Lafaille, j'ai 49 ans. Je suis née à Bergerac, donc en Dordogne. J'ai grandi en Charente, mais limite Dordogne, à Palluau. J'ai étudié à Angoulême, puis Bordeaux. J'ai commencé à travailler à Bordeaux. Je suis devenue comptable dans un cabinet. Et puis, les choses de la vie voulaient que j'aille me promener à Paris, que je grandisse et que je voie la capitale. Ah ouais, t'es une globe-trotter en fait. Oh, ouais, sur 5-6 ans. Un petit peu quand même. Ouais, mais bon. Ça a été très rapide à Paris, puisque dans l'entreprise familiale, un comptable est parti et mon cousin m'a demandé de revenir. Donc j'ai dit, allez, à 28 ans, je suis revenue. En me disant, mais je resterai jamais. Et je suis restée. Voilà, comment je peux me présenter. Donc, et puis après, j'ai rencontré mon mari. Mari des enfants, des animaux. Ah ouais, mais j'ai rencontré mon mari en Charente-Maritime quand même. Donc, on a commencé notre vie, on a fait des enfants, tout en étant séparés. Je vivais ici, lui là-bas. On a fait 2 filles, on s'est mariés, puis il est venu me rejoindre. Voilà comment ça s'est passé. C'est étrange. Mais c'est ce qu'ont fait mes parents, en fait. J'ai juste reproduit. Mais quand tu dis en Charente, ça veut dire qu'il était très loin ? Charente-Maritime, sur l'île d'Oléron. Ah oui ! 160 km, 140 km, 150 km, on va dire. C'est surprenant, mais c'est bien, ça se passe bien. Hein. Et là, il y est ou pas ? Non, ça va faire 12 ans qu'il est venu habiter avec moi, maintenant. Ah, ça fait que 12 ans ? Oui, ça fait 20 ans qu'on est ensemble et ça fait 12 ans qu'il est venu ici, habiter au Moulin. Mais en vrai, c'est le bon plan quand même. Peut-être de vivre... C'est pas mal. Mais ça, faut pas le dire. Mais après, je suis très, très heureuse. Maintenant, aussi. Faut le dire parce que s'il écoute le podcast, je voudrais pas avoir des soucis quand même. Non, je suis très heureuse qu'il m'ait rejoint. Marion, donc tu es entrepreneuse. Alors, j'ai regardé, tiens, je vais dire entrepreneuse ou entrepreneur. Ça sonne comment ? Ça sonne mieux ? Moi, aux oreilles, je trouve toujours que c'est toujours mieux. Chef d'entreprise, comme ça, il y a pas de, on se pose pas de questions. Moi, je disais toujours entrepreneur et j'ai regardé ce matin. Officiellement, c'est plutôt entrepreneuse. Je sais pas, il y a un truc qui me chiffonne dans entrepreneuse. Ouais, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Entraîneuse, je sais pas, il y a un truc qui me chiffonne. Non, mais chef d'entreprise. Tu es chef d'entreprise, élu local. Exactement. Fille du territoire. Ah, carrément. Ah, pourquoi tu dis ah, carrément ? Là, tu l'as dit avec beaucoup de conviction. Parce que... Parce que t'es contente ? T'es fière ? En fait, oui. Maintenant, oui. Mais il a fallu attendre peut-être 30 ans pour que je sois fière de vivre en Dordogne. Jamais j'aurais pensé vivre à la campagne avant. Donc, c'est drôle. Mais parce que effectivement, tu es partie et tu as dit que tu ne pensais pas revenir. Je suis revenue en me disant que je repartirais. Et en fait, je suis restée. Pourquoi quand on est une petite fille, alors je suis désolée, voilà, ça y est, tu vois, je t'avais dit que j'allais déjà partir à droite, à gauche, mais c'est tellement intéressant. Je trouve ça intéressant. Pourquoi quand on est une petite fille née en ruralité, c'est quoi le problème ? Il y a une espèce de honte ? C'est quoi le truc ? Non. C'est quoi alors ? C'est qu'on a envie de voir plein de choses que forcément à la campagne, on n'a pas forcément à disposition. On a l'espace, on a la nature, on a tout ça, mais en fait, on nous montre plein d'autres choses à la télé,
À la radio, on entend. Et en fait, on n'a qu'une envie, c'est d'aller les découvrir. Donc, pour pouvoir aller tout au cinéma. simplement alors. Ah ouais. Ouais. Découvrir la ville, les musées, le cinéma, les sorties, enfin voilà. Et c'est ce que je dis à mes filles d'ailleurs. Oui, j'allais te demander bonne transition, merci de les faire. Moi, je sais que mes enfants repartiront à la ville, puisqu'ils sont nés à la ville, ils repartiront à la ville. Toi, tes enfants, elles vont partir à la ville? Clairement. Tes filles? Deux J'ai filles. 2 filles. Ouais. 15 ans et 17 ans. Oui. Donc la première est interne à Nontron, petite ville. Elsa rentre à l'internat. Elle a choisi d'aller à l'internat, elle est également, mais sur Angoulême plutôt. C'est un choix de leur part, d'être interne, de quitter la campagne. Et je leur dis, mais il n'y a pas de souci. C'est un chemin à faire pour peut-être apprécier de revenir aussi derrière. Oui, certainement même. C'est de découvrir un petit peu tout ce qui se passe, parce que la vie en ville, c'est plein de folie. Oui, elle a plein de qualités. Il n'y a pas l'éloge de la campagne et le procès de la ville. Clairement. Et quand on a 20 ans, jusqu'à 30 ans, je pense qu'on peut se faire plein de choses. Enfin, on peut s'éclater, vraiment, dans tous les domaines. Donc, oui, moi, je leur souhaite. Et peut-être, je leur souhaite aussi qu'elles rentrent, qu'elles reviennent, si elles le souhaitent. Alors, l'engouement que tu as eu, c'est quand je t'ai dit fille du territoire, c'est ça? Parce que là, maintenant... Parce que maintenant, je suis ancrée vraiment, je crois. Ma position maintenant, puisque je suis plus simplement comptable de mon entreprise, dans laquelle je n'aurais jamais dû rester, je suis devenue chef d'entreprise. Donc, je manage vraiment une équipe de 30 personnes. J'ai un relationnel avec eux. C'est une entreprise familiale. Je suis la grande maman de tout mon petit personnel. On le gère comme ça. Donc ça me plaît. Les choses ont fait que le précédent maire de la commune est venu me chercher et m'a proposé... Tu es maire de énormément de monde, toi, entre maman de 30 personnes dans ton entreprise, maman de 2 filles à la maison, maman d'un village. Je le vois pas comme ça. Peut-être pas maman, mais en tout cas, t'es mère. Mais je suis mère d'un village. M-A-I-R-E. Ouais. Et je suis chef d'entreprise d'un village. Ah oui, d'accord. On peut dire ça quand même. Dans une des questions que tu m'as posées pour préparer, c'est quel est mon rôle au sein de la commune? En fait, moi, je vois cette fonction-là comme dans mon entreprise. C'est-à-dire, on doit gérer notre commune. On a des salariés, un peu moins. Et puis, on a plein de choses qui grouillent autour. Ce sont nos habitants. Et il faut que tout se passe bien. Et il faut que nos habitants soient heureux. Il faut que... Tu fais du management? Si on veut. Plus tu recueilles les animaux... Et je recueille des animaux. Et dans toutes tes fonctions, tu es aussi donc référente pour le programme R sur les départements de la Dordogne. Oui, tout à fait. Ça veut dire que tu es un peu la boss des référentes de la Dordogne. C'est moi qui suis en lien aujourd'hui avec la déléguée aux droits des femmes de Dordogne, la préfète, les gendarmes. C'est moi qui chapeaute ça. Je suis seule en Dordogne pour faire ça. C'est une belle fonction que je ne pensais pas. Sachant que le territoire est vaste. C'est marrant parce que j'avais noté, je m'attendais pas à, quand j'ai écrit fille du territoire que tu autant d'enthousiasme. Ouais, c'est vrai. Et j'avais écrit Marion, qu'est-ce qui t'a donné envie de rester, de revenir en ruralité? Le hasard. Alors l'histoire de la compta là. Ah bah oui, le hasard, clairement. Si le comptable n'était pas parti, je serais certainement pas revenue. C'est pour ça que je dis il y a beaucoup de hasard, mais il n'y a pas de hasard pour rien en fait. Au départ, tu t'es dit, je vais revenir pour le remplacer, juste faire le tampon pendant un moment, le temps qu'il trouve quelqu'un. C'est ça. Et alors, pourquoi finalement, pourquoi tu restes? Parce que je me suis pris au jeu de sortir une entreprise de difficultés, de jouer un rôle au milieu d'autres personnes. Voilà. Et puis, j'ai rencontré mon mari 1 an après. D'accord. En fait, donc, la compta, l'amour, les enfants, le mariage. Je pensais que tu m'aurais dit pour la beauté du paysage, le territoire, les habitants. Parce qu'il fait bon vivre. Mais parce qu'il fait bon vivre aussi. Mais en fait, voilà, oui, c'est ça, le hasard. Bon, des choses très pragmatiques quand même. Clairement, ouais. Et en même temps, ça te faisait pas peur? Tu te disais, oh là là, revenir en campagne. Oh bah si, quand je suis revenue, je suis pas revenue ici à Vendoire. Je suis revenue en ville, à Ribérac. C'est la ville, Ribérac? Je connais pas encore. Oui, c'est notre ville-centre de la communauté de communes. D'accord. Combien d'habitants? 3500. Ça doit être juste... comme Thiviers par chez moi. Petite... oui, il y a la trésorerie, il y a un petit reste de trésorerie. Non, oui, c'est là où il y a les magasins, les quelques magasins. C'est là où il y a des magasins. C'est le repère, c'est là où il y a les magasins. Ouais, le lycée. Donc oui, je me suis dit non, d'abord la ville. Et puis en fait, j'ai mis 1 an pour arriver ici au Moulin, où il n'y avait rien. Donc quand tu dis le Moulin, c'est ton habitation. Oui, c'est ça.
Qu'est-ce qui te rattache le plus à ce territoire? C'est mes racines ici. Je suis très attachée à mes 2 grands-mères. Alors, j'en ai une qui vient de Lyon, mais j'en ai une qui est d'ici, qui a vécu ici, qui a grandi ici, au Moulin. Oui, c'est une habitation familiale. Familiale. Je pense que c'est ça qui m'attache. Non, c'est ça qui m'attache au territoire. Bon, ça après, C'est même un si tout. un jour ça s'arrête, je pense que j'arriverai à me projeter sur d'autres choses. Et le territoire de Mais- la Dordogne, Ah est-ce ouais, qu'elle a bah quelque ouais, chose mais de je suis née là, particulier en pour fait. toi? Je suis née. Alors, je suis pas née ici. Je suis née à Bergerac. Et je suis fière d'être née à Bergerac. Je suis un vrai cul de châtaigne. Une Un périgourdine. cul de châtaigne. C'est la première fois que j'entends ça. Ça se dit ou c'est toi qui l'as inventé? Non, ça se dit. Un cul de châtaigne, c'est périgourdin. Je rencontre des femmes comme moi qui sont arrivées sur ces territoires ruraux avec pas par dépit, mais par envie. Je rencontre des natifs du territoire, etc. Donc c'est chouette de comprendre ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de magique pour toi en Dordogne et qu'est-ce qui fait que tu es si fière? C'est beau. Je pense que les gens sont vrais, simples. Il fait bon vivre. Après, il y a toutes les difficultés de notre territoire. La ruralité, l'éloignement de plein de choses, des difficultés pour avoir un peu plus de culture. Bon, si on n'a pas de mobilité, voilà, c'est C'est juste cuit. impossible. Ou alors après, faut vivre à Périgueux. Mais moi, je suis heureuse de vivre à la campagne aujourd'hui. Mais si j'avais 20 ans, je préférerais peut-être vivre à Périgueux. Non, je suis fière de vivre ici, en Périgord vert, à Vendoire particulièrement, parce que oui, c'est Parce que cher tu à m'as dit mon- que c'était le plus beau village de France. Ouais, bah oui, mais c'est vrai. Cécile me l'a dit aussi. Nathalie Ouais, Gavol mais oui. me l'a dit aussi. Ouais, Non, mais j'y oui, suis oui, passée, mais c'est oui. mignon. C'est mignon. Puis un énorme château. C'est ça. Mais qui vit pas assez. Mais bon, la Châtelaine fait beaucoup de choses quand même. On peut lui la féliciter pour ça. On attaque le parcours et tes engagements. Ah ouais. Donc, pas entrepreneuse, mais Non, chef chef d'entreprise, élu local, engagée à la MRF, donc AMRF, Association des maires ruraux de France. Est-ce que tu arrives à me dire qu'est-ce qui a guidé tous ces choix? Eh ben, il n'y a pas de hasard. Ok. Donc, je suis venue m'installer à Vendoire. À côté de chez moi habitait le maire précédent, Alain Lucas. Donc, avec qui j'ai sympathisé. J'ai ramené mes filles aussi, parce que mes filles étaient parties à l'école quand même sur l'île d'Oléron. Puis, elles sont revenues ici. Donc, ramener 2 filles dans une école, c'est formidable. Hein, pour un maire, en général, on est très heureux. Donc, il m'a accueilli vraiment les bras ouverts. Avec le champagne? Ah oui, donc il a souhaité me faire rentrer au conseil municipal en 2014. Donc voilà, je suis rentrée en engagement simple avec 2 enfants en bas âge. Donc vraiment des premiers pas dans une collectivité. Donc c'est très intéressant. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc C'est quoi ton rôle? T'avais quoi? T'avais la voirie? T'avais la... Ah non, moi le périscolaire, les écoles et puis le syndicat de l'eau. Donc non, c'était très intéressant. Et puis après, la vie de la commune en elle-même, quoi. Mais ça me suffisait. Hein. J'avais assez à faire aussi quand même de mon côté. Puis les petites en bas âge, voilà. Et donc quand Alain a souhaité arrêter, il m'a dit c'est toi qui dois te présenter. C'est à toi que je passe le bâton. Maintenant, à toi de faire le boulot et de. Tu sais pourquoi toi? Parce que vous étiez nombreux, enfin je crois qu'il y avait d'autres personnes quand même. On était 11, hein. Ah ouais. Donc pourquoi moi? Peut-être parce qu'il a vu en moi ce côté un peu Chef d'entreprise, ouais, battant, volontaire, toujours dans les discussions aussi. Ça c'est quelque chose qui m'impose, même si j'ai très envie de faire passer plein de choses. Mais il faut qu'on discute en fait. Et ça me plaisait beaucoup. Donc voilà. Donc ça c'est venu naturellement. Les élections ont fait que j'ai été élue. Bingo, j'ai gagné le cocotier. Donc j'ai pris la mission à bras-le-corps, pas de souci, avec une super équipe. Ça fait combien de temps là? Ça fait 5 ans. Ça a été difficile. Le 2020, Covid, des prises de fonction un peu bizarres, mais j'ai eu la chance d'avoir le maire précédent qui m'a toujours épaulée en fait. Accompagnée. Ouais, alors que dans certaines communes, ça n'a pas été comme ça en fait. Quand il y a eu des départs ou des batailles de sièges, c'est plus compliqué. Mais moi, j'ai eu cette chance-là, donc c'est vraiment passé naturellement.
Donc voilà, après. Et après l'engagement. Alors AMRF, déjà tu connaissais la AMRF? Je connaissais parce que moi quand je suis arrivée, du coup, alors les abonnements, qu'est-ce qu'on renouvelle? C'est parti. Oui. Donc la secrétaire me dit bon il y a ça, ok, l'Union des maires, ok, l'AMRF, oui, c'est deux syndicats, on va dire, qui sont là pour nous apporter de l'information. Bien sûr. Moi je les trouve hyper complémentaires. J'aime beaucoup la façon dont est construit les propositions d'information de la MRF, et en même temps j'aime beaucoup les formations qui sont proposées nous sur la Dordogne avec l'Union des maires. Donc je connais pas l'Union des maires. C'est le syndicat pour un peu plus grand pour toutes les communes, mais toujours sur la ruralité, hein. C'est l'AMF. Ah oui, c'est l'AMF, c'est ça. Ah oui, d'accord, c'est l'AMF. Ok. Et donc c'est très complémentaire. Donc voilà, moi j'ai suivi j'ai suivi ces informations. Et tu as renouvelé l'abonnement? J'ai renouvelé l'abonnement parce que voilà, c'était reparti. Et puis un peu par hasard, mais comme je dis, il n'y a jamais de hasard. Je vais le dire 3 fois au moins. Ce sera peut-être le titre de ton podcast. Jamais de hasard. Lise Dumer, la chef de projet, la chargée de projet R, qui travaillait avec Dominique Chapuis, envoie un message en reproposant en fait aux élus des départements la possibilité de mettre en place le réseau R sur leur commune. Violences intrafamiliales. Ok, donc là ça me tape. Je dis ok. Pourquoi ça tape? Parce que tu avais vu dans mon entreprise, j'ai été face à des violences intrafamiliales que j'ai gérées comme j'ai pu. Ah oui, au cœur de ton entreprise. Au cœur de mon entreprise. Tu as vu. Donc, en tout cas, tu as été confrontée à ce problème. À ça. Et après, ça remonte. Hein. Mais moi, je sais que mes grand-mères, elles ont vécu des choses parce que avant c'était différemment. Et donc, moi, mes grand-mères, elles m'ont construite. Et ça, c'est ancré en moi, en fait. Il faut que tu sois indépendante. Il faut que tu aies ton propre travail. Il faut que tu aies ta voiture. Il faut que tu sois mobile. Il faut que tu sois indépendante. Limite que tu fasses des études, que tu partes ailleurs, oui, c'est ça. C'est ce que tu as fait. Et c'est ce que j'ai fait, je les ai écoutés. Hein. Faut toujours écouter sa grand-mère. Ouais, c'est 2 grand-mères du coup. Là, sur le coup, c'est 2 grand-mères. Donc vraiment, et j'ai dit, mais en fait... ça a résonné en toi. Ça a résonné en moi. Et en fait, dans ma commune, j'avais pas connaissance de quoi que ce soit. Et j'ai dit, mais en fait, s'il se passe quelque chose sur ma commune, en fait, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a sur le territoire. Je sais pas ce qu'on a. Je sais pas tout ça. Donc, moi, j'ai répondu, oui, ok, moi, je veux bien. Mais comme ça, en me disant, ok, on sera peut-être 2, 3 en Dordogne à répondre. Et Lise m'appelle et elle me dit, oui, Marion Lafaille, bonjour. Vous êtes la référente départementale de Dordogne. Directement. Sans passer par la case prison, ni départ. C'est ça. Et sans être entrée dans le bureau de l'association des maires ruraux, quand même, de Dordogne. J'ai passé toutes les étapes. Et en fait, c'est Lise... Tu as eu ton diplôme direct. Qui a prévenu Alain Castan, donc le président de l'association des maires ruraux, en lui disant « Ça y est, vous avez une référente départementale sur R ». Puisque c'est quelque chose que lui avait mis en avant également lors du congrès des maires ruraux à Aimé. Donc, du coup, je dis ok. Et il m'a invité à une réunion de bureau. Je suis rentrée dans le bureau un peu comme ça, mais vraiment par hasard, par l'invitation d'Alain Castan, en fait. Et puis, petit à petit, donc, avec Dominique Chapuis, ils nous ont invités à Dijon pour être formés sur les violences intrafamiliales, nous expliquer par diverses réunions en web, en visio, etc. Voilà, comment entreprendre cette démarche de faire un réseau R sur le territoire. Oui, parce que pour que nos auditeurs et nos auditrices comprennent bien, parce qu'effectivement, en termes de référente R, tu n'es pas la première, mais là, toi, par contre, tu chapeautes d'autres référents et référentes sur le territoire. Un maillage, tu chapeautes le maillage des acteurs, des élus dans les sur la Dordogne. Tu as une équipe. Je suis la chef d'équipe, donc mon rôle en Dordogne, c'est vraiment de faire ce maillage-là. Donc moi, mon souhait, c'est que dans chaque commune du territoire de Dordogne, qu'on puisse avoir un élu référent qui soit formé, sensibilisé à la violence intrafamiliale. Donc aujourd'hui, donc depuis janvier 2024, je fais le tour des communautés de communes de Dordogne pour présenter aux maires présents lors de ces réunions ce qu'est le référent R, pour que dans leur commune, ils votent par délibération la nomination d'un référent volontaire. Une communauté de communes, c'est quoi? C'est la réunion en fait de
toutes les communes du territoire de l'intercommunalité. Donc moi, je présente cette action, je la présente comme une action, une mission, devant les maires de l'interco. Donc là, je peux pas être plus en face que c'est vraiment là, je me retrouve par exemple quand je l'ai présenté à Ribérac devant 44 maires. Je les mobilise. Une fois qu'ils ont fait leur délibération dans leur conseil municipal, ils m'envoient. Les secrétaires de mairie m'envoient la délib, m'envoient les coordonnées. Moi, j'ai ma petite liste. Et après, je les contacte. Et je les contacte pour leur proposer des réunions. Donc, ce qu'on a fait en 2024, c'était mon début. Donc, j'ai fait la réunion de présentation au mois de septembre à Périgueux, dans une grande ville, mais centrale pour la Dordogne, où là, j'ai réuni les 40 délégués que j'avais à l'époque. Une fois que tu as des référents ou des référentes, parce qu'on peut avoir des hommes aussi, oui, bien sûr, carrément. Moi, je vais dire que j'ai 20% d'hommes. Après, là, toi, ton rôle, c'est de continuer à les former, à les accompagner, à les guider. Oui. Pour travailler sur leur territoire. C'est ça. En fait, on fait donc là, on a fait un premier atelier en début d'année sur la définition en fait de la violence intrafamiliale. Donc on faisait un jeu de rôle avec des élus qui se retrouvent face à des victimes et comment on réagit. Comment on va se comporter. On avait 2 jeux de rôle bien distincts et ça a été très apprécié en fait par les référents parce que on avait des référents élus et des secrétaires. Oui, parce que les secrétaires, elles sont aussi aux premières loges de. Enfin voilà, on ouvre la porte, c'est d'abord la secrétaire et après on peut avoir l'élu. Premier atelier, c'était la définition de la violence intrafamiliale, donc ça c'était en février et mars. On fait un deuxième atelier, donc mon deuxième atelier, ça se fera en fin d'année sur Bergerac et Périgueux. Une réunion de présentation de la justice. Donc là, avec les procureurs, où les procureurs, pendant 2h30, vont expliquer en fait leur système qui a ses limites et qui a son propre, son fonctionnement et qu'il faut intégrer pour pouvoir apporter le maximum d'informations quand on veut faire un signalement et savoir exactement ce qu'il faut y mettre pour pouvoir être le plus précis et enclencher quelque chose. Parce que si on fait juste un signalement en disant j'ai vu ça, ça sert pas à grand chose. En fait, il faut vraiment préciser tout ça. Donc voilà, c'est vraiment une réunion de formation-information. Donc toi, tu vas chercher aussi à chaque fois des partenaires, des acteurs sur le sujet pour nourrir aussi les référents et les référentes de territoire. Je suis très aidée par la déléguée aux droits des femmes, Valérie Depeau, en Dordogne, hyper active. C'est une personne ressource. Moi, ça fait partie des très belles rencontres que j'ai fait dans cette mission. Tu peux répéter son nom ? Valérie Depeau. Sonia Volk, chef de gendarmerie, adjudant-chef de gendarmerie de Périgueux, qui, elle, est vraiment spécialisée dans la violence intrafamiliale. Elle gère son équipe de 4 gendarmes pour aussi prendre en charge, faire de la formation. Donc, elle va de la toute petite école au collège, à la maison de retraite, jusqu'au supermarché. Voilà, elle fait vraiment de la diffusion d'informations. Très large. Très, très large. Et elle a une dynamique, elle aussi, qui est exceptionnelle. Donc Sonia Volk, voilà. Avec déjà ces 2 personnes-là, pour moi, c'est mes 2 béquilles. D'accord. Et puis après, j'ai toutes les personnes des associations qui sont, CDFF, Nathalie Verdier, vraiment, qui est là aussi pour me soutenir. Et donc ensemble, ça nous permet d'avancer sur des propositions pour nos élus pour qu'ils puissent avoir des cartes en main en cas de difficulté. Hormis le fait que tu aies eu un cas de violence intrafamiliale dans ton entreprise, et hormis le fait que tes grands-mères t'ont inculqué une manière de réfléchir, des valeurs, etc., de la dépendance patati patata, est-ce que tu savais qu'il y avait autant de violences intrafamiliales en ruralité ? Toi, tu es née ici, tu as vécu quand même longtemps. Est-ce que tu avais connaissance ? Parce que les chiffres, c'est 47% de violences intrafamiliales ont lieu en ruralité, sachant qu'on est 33% à y vivre. Non, c'est énorme. Et aujourd'hui, on sait que 80% en fait des affaires de gendarmerie, c'est de la violence intrafamiliale. Donc voilà. Oui, comme on disait aussi, les affaires de procureurs, elles traitent que ça. C'est ça. Donc non, j'imaginais pas ça en fait. Et en discutant, en rencontrant des victimes, des personnes engagées également qui ont été victimes, ça touche tous les milieux, tous les milieux. Il n'y a pas de milieu spécifique, générationnel. On se dit waouh. Enfin voilà. On répète. Ah oui, tu veux dire que ça se répète ? Ça se répète. Voilà. Et quelle honte. Donc aujourd'hui, la parole se libère, mais quelle honte. Les victimes, elles ont honte. En fait, elles sont coupables. Elles sont la cause. Elles sont... Et ça, jamais j'aurais imaginé ça, en fait. Qu'elles portent ce poids-là. Donc, ça vraiment, je les porte.
Ça m'a attaqué de plein fouet. Et puis voilà, enfin, on peut pas aujourd'hui se dire qu'en 2025, on est à ce stade-là, en fait, de niveau d'insécurité et de non prise en compte d'égalité. Est-ce que ça a changé ton regard sur la ruralité? Un petit peu. Mais peut-être que ça m'a fait m'accrocher encore un peu plus à mon territoire en me disant que non, on a quelque chose à faire ici. Que c'est pas normal. Mais je me dis qu'en ville, c'est peut-être pas mieux, hein. Non, non. Tu vois, le regard sur la ruralité, moi, ça me fait un peu froid dans le dos. Je me suis dit, dis donc, Moi, comme une espèce de honte aussi. Moi, je me je dis me une espèce de disais honte. qu'en ville, il y avait plus de violence. J'imaginais pas ces chiffres-là. Quand j'ai vu les chiffres de Dordogne, je me suis dit que quand même, on n'était pas... Est-ce qu'on a des chiffres par, justement, département, région? Ah oui, on en a. Hein. Ah ouais? Oui. Tu vois, ça, je connais pas. Et alors, on en est à où, nous? 1300 cas en 2024. Mais en pourcentage, ça représente quoi par rapport aux autres? On est un département normal. C'est horrible. Oui, c'est ça. On est petit de la norme. Donc, c'est moche. Il y a des départements qui sont pires, mais il y en a qui sont un petit peu mieux. Mais on fait partie vraiment de la moyenne. Et c'est ce que j'explique quand on me dit, ah non, mais il n'y en a pas chez nous. Hein. Les gens te disent ça? Ouais. Moi, j'ai des élus qui m'ont dit, non, meuf, on n'en a pas chez nous. J'ai dit, alors, vu les statistiques, moi, je pense que tu as 2 cas dans ta commune. Donc, ouais. Tu peux forcément en avoir. Hein. Voilà. Quand on parle de violence intrafamiliale, il ne faut pas oublier que ce n'est pas que les femmes battues. Hein, est-ce que tu peux nous donner ta définition des violences intrafamiliales? La violence intrafamiliale, oui, je peux te donner la définition. La violence intrafamiliale, c'est toute violence envers une personne qui est plus faible, du coup. Donc, ça peut être un homme sur une femme sur un homme, des parents sur leurs enfants, des enfants sur leurs parents. Et après, on a aussi cette violence qui vient avec des enfants handicapés par les parents qui s'insinuent, c'est-à-dire que c'était pas quelque chose de latent, mais comme la vieillesse aussi, mais avec la fatigue, avec les années, avec l'impatience, on devient violent sans le vouloir vraiment, mais on ne supporte plus en fait la difficulté de ses enfants handicapés ou de son conjoint handicapé, de la vieillesse, et on devient violent. Et ça devient de la violence intrafamiliale. Okay. Voilà. Donc elle est vraiment générale. On a aussi les enfants homosexuels qui révèlent leur homosexualité, qui ne sont pas reconnus par leurs parents. Enfin voilà, c'est vraiment général. Et quand j'explique aussi en réunion, enfin en présentation, en communauté en interco, que la violence, elle se dessine. Voilà, il n'y a pas que les femmes. C'est la grande majorité, c'est 80% des cas, mais que on a des hommes qui sont violentés, psychologiquement principalement, mais ça arrive énormément. Et on a tous les enfants qui sont co-victimes ou victimes des violences que se donnent leurs parents. Oui, aussi, oui. Donc voilà, il n'y a pas oh ben elle l'a bien cherché, il a qu'à se barrer, c'est pas très grave, c'est leurs affaires. Non, il y a les enfants qui vivent au milieu de tout ça aussi. Et eux, ils n'ont rien choisi, et ils subissent, et ils font avec. Quelles difficultés tu rencontres sur le territoire de la Dordogne pour déployer le dispositif R? J'ai encore des collectivités, des communautés de communes, des comme des intercos, qui ne m'ont pas ouvert la porte. Voilà, j'ai écrit. On va pas forcément donner de nom, mais pourquoi? Pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que je pense que j'ai été claire quand même dans la présentation. Est-ce que cette action est emportée par l'association des maires ruraux? C'est un conflit de personnes entre président d'interco et l'association des maires ruraux? Ça peut, je pense. Est-ce que les présidents d'interco ne se sentent pas concernés par le sujet et disent que ils ont fait la présentation comme ça, sans me faire venir? Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. On m'a dit, non, le président va faire une présentation de votre action et j'ai personne, donc c'est que ça fonctionne pas. Et donc, j'ai quelques intercos comme ça. Donc, je me dis, c'est pas grave. Ce que je construis là, on continuera prochainement. C'est ce sera la prochaine action. C'est un peu se voiler la face ou tu sais l'autruche là. Oui, certainement. Ouais, où il y a pas ça chez nous, un peu ce que tu disais. Dans ces territoires-là, ils ont les mêmes difficultés que nous, hein, je pense, voire peut-être plus, parce que moi, je suis en contact avec des associations et qui, non, ils sont clairement confrontés à des difficultés. Mais quand on planning familial, etc. Rien que les logements sociaux. Les logements sociaux. Donc voilà, et puis le CDFF, enfin, eux, ils chapeautent quand même pas mal de choses, et du coup, ouais. Ok, donc quand même des difficultés. Il y a quelques difficultés. Il y a
des intercos qui nous accueillent les bras ouverts. Enfin, vraiment, ça a été très, très bien accueilli avec un très bon rebond. Aujourd'hui, si on peut le préciser, en Dordogne, on a 80 communes, plus de 80 communes qui ont un référent, voire 2. Et on a en tout 114 référents communaux sur la Dordogne. C'est très bien. Tu es fière. Je crois. Ouais, je crois. Elle le dit avec du sourire, alors. T'as une disparité entre le nord et le sud du territoire, hein. Ouais. Voilà, ça c'est dit. Ouais. T'as le soutien effectivement t'as 2 femmes qui sont à tes côtés pour te soutenir, ça c'est une chose. Mais est-ce qu'il te semble qu'il y a des choses à mettre en place supplémentaires, là, du soutien supplémentaire pour aller encore plus loin dans l'accompagnement des femmes en ruralité? Pas pour avancer dans l'action de mettre en place des élus dans les communes. Moi, je me dis que ça viendra certainement. Les élections, c'est l'année prochaine. Donc, c'est bientôt là. Du coup, moi, ça m'engage à retenter l'aventure aussi pour continuer à développer cette action. D'ailleurs, tu retentes ? Bah oui, j'ai pas fini. J'ai pas la moitié de mes communes en fait, donc. Elle ira jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Non. Je suis qu'au début de cette histoire-là en fait, donc je me dis non. Et puis le but, c'est qu'on soit plusieurs référents pour bien encadrer ce territoire. Parce que là aujourd'hui, moi toute seule, c'est chaud. C'est chaud. Mais par contre, si au prochain mandat, on peut être 4 à se partager le territoire, ça peut être bien. Ça voudrait dire en plus que les 4 parties du territoire sont couvertes. J'allais dire, attends, tu devrais en avoir une par vert, pourpre, noir, blanc. Ouais. Ben oui. Ça, ce serait important pour cette action-là. Après, pour soutenir les femmes victimes, en fait, c'est de leur faire savoir qu'il y a des choses qui existent sur le territoire. C'est cette communication qui est nécessaire, en fait, vraiment, que sur le territoire, elles ne sont pas seules. Et que les gendarmes, de plus en plus aujourd'hui, sont là pour les écouter. Ça, il faut vraiment qu'elles l'entendent. Que moi, je l'ai encore rencontré il y a pas longtemps. Les gendarmes sont ouverts. Comment, d'ailleurs, là, en t'entendant parler, tu dis il faut qu'on communique. Comment vous arrivez, les élus, les référentes, à communiquer sur l'ancrage, sur le territoire, quoi? Parce que tu vois, peut-être que là, une grande partie des gens nous écoutent sont en ruralité, mais d'autres non. Mais tout le monde n'écoute pas les podcasts, par exemple. Alors, comment vous faites pour se faire savoir? En fait, le but d'être dans chaque commune, c'est vraiment de diffuser cette information au sein de sa commune. Donc, le site internet, tout support, le petit journal, voilà. Nous, à Vendoire, on a une boîte mail et on a une boîte aux lettres dédiée. Et puis après, 2 fois dans l'année, je remarque comme quoi il y a des référents sur les violences intrafamiliales. Je fais passer le violentomètre pour faire comprendre. Et puis voilà. Enfin, c'est de la petite communication qui passe comme ça et qui... moi, sur mon village, je vais pas faire d'animation particulière. Là, ce qu'on va faire sur le Ribéracois, ce sera le 25, la journée du 25 novembre. 25 novembre, ouais. Va être très chargée puisque sur Nontron, avec Valérie Depeau, il va y avoir des journées de formation, des signatures de contrats locaux contre les violences sexistes et sexuelles, avec les intercos, avec 2 intercos normalement. Et moi, le soir, le cinéma de Ribérac, donc Max Linder nous a proposé cette date-là en me disant, quand même, ça le fait. Oui. La diffusion du film. Tu peux avoir une diffusion du film et après, toi, tu interviens. Et donc là, après, voilà, on fera un petit débat, mais le but, c'est d'amener du monde. Et en fait, ce film-là, c'est aussi sur le droit, c'est la violence dans la famille et le droit de vote des femmes. Oui, c'est ça. Ah, c'est un film poignant, vraiment. Donc, il est en noir et blanc. Je suis heureuse de le partager là, à Ribérac. Très bien. Si tu devais engager ou motiver des élus à rejoindre le programme, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Que c'est des rencontres avec des personnes chargées d'émotions et les rencontres qu'on fait nous, volontaires qui n'avons pas forcément subi tout ça, c'est hyper constructif, en fait, de pouvoir comprendre, en fait, ce qui arrive dans certains foyers, parce qu'on peut pas... Je pense que quand on est normalement constitué, on n'arrive pas à le comprendre. On peut pas s'imaginer ça. Moi, j'en ai encore discuté avec mon père hier. On a grandi dans une normalité. Moi, mon père, il y avait équité, sur les charges financières, sur les revenus, la liberté de faire ci, de faire... j'ai grandi dans une famille hyper égale. Alors que dans la génération du dessus, ça ne l'était pas du tout.
Et moi, j'ai compris ça, qu'il y avait cette marche-là qui avait été construite. Mais je l'ai grandi dans la normalité. Et quand j'ai été confrontée à la violence en direct, là, j'ai plus compris, en fait. J'ai été déstabilisée. Est-ce que tu avais l'impression que c'était un retour dans le passé Dans aussi? le passé, mais Ouais. oui. Et comment c'est possible, en fait, en 2000, ce qui se passait dans la génération de mes 25? grands-parents, comment une personne qui a 10 ans de plus que moi, elle peut accepter de se faire taper dessus par son conjoint qui vient travailler dans la même entreprise et l'autre il vient travailler comme si de rien n'était, quoi. J'avais 28 ans et je l'ai reçu il y a 3 ans. Je peux pas le tolérer, en fait, donc je fais ce que je peux à mon échelle parce que du coup je suis bloquée, hein, voilà. Donc du coup tu disais, parce que c'est vrai que je t'ai fait t'éloigner, mais effectivement pour recruter aussi, ou pour mobiliser ces en fait, élus, voilà. Il faut se dire, en fait, qu'on fait des rencontres exceptionnelles. Que les échanges qu'on a eus lors de ces ateliers sont hyper constructifs. On parle librement, hommes, femmes, parce que, faut pas se dire, hein, mais les hommes ont la même difficulté que nous à comprendre ce qui se passe dans la tête de certains hommes qui font n'importe quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, clairement, là-dessus, on a cette égalité-là. Et c'est chouette. Et ils ont le même cœur que nous à se dire que non, il faut arrêter ça, il faut voilà. Donc c'est beau et c'est hyper motivant quand on sort d'un atelier comme on est sorti là des 2 premiers ateliers. Ça fait vraiment. Donc tu parles bien des ateliers qui sont dispensés par la MRF? Non, par nous. Ou là par oui, nous, c'est des ateliers que toi tu inities, pardon. On a initié. Je pensais que tu parlais de ton accompagnement, enfin de toi, comment tu as été accompagnée. Ouais. Ok. Ah non, bah là c'était hyper professionnel et tout ça, c'est vraiment très bien. Nous, c'est un petit peu moins professionnel, mais enfin on a nos intervenantes qui sont au contact des victimes comme des auteurs d'ailleurs, et du coup non, c'est très constructif, mais ce qui est important, c'est l'échange qu'on a avec les autres référents et qui peuvent évoquer les difficultés qu'ils ont rencontrées. En fait, vous vous nourrissez aussi les uns des autres. Ou s'épauler aussi, parce que j'imagine qu'à des moments, c'est quand même pas facile. Ouais. Mais là, c'est ce que je leur indique maintenant, parce que dans certaines intercos, bah, ils sont nombreux. Donc maintenant, à vous de jouer sur votre interco pour faire les manifestations au moment de novembre, au moment de mars. Enfin voilà, à vous de vous imprégner parce que on a sur Waller avec l'application là, Waller, la plateforme qui est pas simple d'utilisation, mais mais elle est là, elle a le mérite d'exister. Et en fait, on peut trouver énormément de supports, énormément de choses. Et des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Moi, j'avais trouvé un récapitulatif d'une animation. Je m'en suis servie pour ce premier atelier, hein, clairement. C'était hyper bien fait. Tu peux même trouver tous les podcasts. Tu y seras d'ailleurs. Bon, ben voilà, il faut vraiment adhérer. Vraiment y aller. Il faut vraiment adhérer à Waller. Voilà. Donc non, moi je motive les gens. Je leur dis que vraiment c'est intéressant. Et ce n'est que 2 réunions dans l'année. En cas de difficulté, je suis là. Moi, je leur diffuse. Alors ça, on avait vu avec Dominique Chapuis aussi. On a mis en place en Dordogne une carte. Je l'ai pas amenée, c'est dommage. J'aurais pu te la montrer. C'est quoi la carte? Une carte, c'est une clé USB sur laquelle il y a le joli portrait de R et l'association des mères héros. Et sur cette clé USB, en fait, je leur remets énormément de documentation. Par exemple, en Dordogne, on a le bon taxi pour nos victimes. Ah oui. Si elles n'ont pas de moyens de locomotion, en fait, elles appellent. Elles appellent. C'est une espèce de boîte magique, ta clé. Ouais, une boîte à outils. Une boîte à outils. C'est la boîte à outils. Et du coup, on a toutes les associations pour tel ou tel cas, les numéros de téléphone, la fiche réflexe que Valérie Depeau a construite. Donc, en fait, en cas de sur chaque cas, une solution, presque. Chaque problème, une solution. Ouais. Chaque association, ce qu'elle peut faire. Ce que c'est. Bon, ça, c'était l'État qui avait fait ça avec la justice. Donc la préfecture, les services de la préfecture et de la justice sur vraiment le détail de la violence intrafamiliale, le juridique, tout ce qui pouvait avoir lieu. Il y avait aussi un livre que Valérie Depeau, enfin c'est pas un livre, mais c'est pas un catalogue non plus. Un livret une plutôt. Revue, oui, voilà, sur les conséquences sur les enfants, des enfants victimes, co-victimes, en fait, du moment où il est dans le ventre jusqu'à ses 18 ans, comment en fait la violence peut impacter en fait sur sa capacité à évoluer, son développement, sur son développement personnel. Donc ça, c'est
hyper intéressant. Alors ça c'est voilà, je mets une partie de la doc, mais je peux pas mettre tout le livret, mais si je pouvais scanner 365 pages. Ouais, ça pourrait être bien. Voilà, c'est mais plus voilà, un livre, c'est un livre. Voilà, sur cette clé, moi je diffuse ça et du coup au niveau national, ils sont en train de réfléchir à peut-être dupliquer ça. Ouais, de permettre aux référents d'avoir cette clé parce que alors moi en tant que référente et formée par l'association des maires ruraux, quand je suis partie à Dijon à l'école de gendarmerie, donc sur cette journée, la gendarmerie nous a remis une petite clé. Et moi, c'est mon support en fait. Vraiment, j'ai toute ma vie R sur cette clé. Toute ma vie R. Oui, donc ça pourrait être très bien un modèle, une bonne pratique à reproduire. C'est-à-dire que le référent, après, il a sa clé. Et en fait, s'il récupère des informations, paf, il peut mettre ça sur sa clé. Et puis, il se dit, si j'ai un souci, paf, j'ai ma clé. En fait, on ne sait jamais où sont ses affaires. Mais là, au moins, c'est clair. Voilà, donc ça, c'est pas mal. C'est une astuce, c'est une bonne pratique, on va dire. Alors, Marion, écoute, on va peut-être repasser un petit peu sur la partie, effectivement, femme, ruralité. Quelle réussite locale te rend fière aujourd'hui? Donc là, en tant que chef d'entreprise, en tant que mère de ton village. Quand je dis mère de ton village, je vois, tu sais, la scène avec Astérix Obélix. Chef de ton village aussi. Qu'est-ce qui te rend la plus fière dans tous tes engagements en ruralité? En fait, c'est ce qui me rend le plus fière, c'est d'avoir dans la collectivité, dans l'entreprise familiale, réussi à faire perdurer, progresser une entreprise, voilà, dans un secteur en particulier, de faire vivre 30 familles sur ce territoire. Dans ma collectivité, c'est le savoir vivre ensemble, c'est-à-dire que générationnel, essayer de voir les jeunes, les moins jeunes, d'essayer de faire communiquer tout le monde. C'est pas facile, parce que nos personnes âgées, quand elles restent chez elles, elles sont quand même hyper isolées. Alors donc d'essayer de faire des choses. Moi, on a mis en place un nouveau comité des fêtes avec des Normands qui sont arrivés là par hasard. Des Normands. C'est une expression ou c'est vraiment des Normands? C'est vraiment des Normands qui ont acheté le camping de Vendoire et des jeunes trentenaires, quarantenaires. Je fais une aparté, mais tu as beaucoup de néo-ruraux comme moi. Enfin, on appelle ça des néo-ruraux, c'est pas toujours. Qui viennent, qui sont installés là ou... Pas tant. Non, pas tant. Mais là, clairement, pour une entreprise, c'est une entreprise économique. Bien sûr. Ils s'occupent du loisir, mais non, c'est un jeune couple hyper dynamique avec 2 enfants. Quand ils sont arrivés, clairement, j'étais triste de perdre les précédents. Ouais. Parce que c'était mon premier adjoint, c'était une très très bonne amie avec qui je faisais du yoga et tout, que j'ai rencontré avec le mandat. C'est bien aussi de ramener de la nouveauté, d'avoir un autre regard peut-être. Mais clairement, ouais. Clairement. Et puis ils sont hyper joyeux, hyper festifs, donc c'est hyper, c'est très revigorant. Donc là, dans tes fiertés, tu disais sur ta commune, c'est d'essayer de faire en sorte que la sauce elle prenne entre tous les gens. Pour dynamiser ta commune. Donc le comité des fêtes est reparti l'année dernière. Et le but du comité des fêtes, c'est... donc l'été, il se passe plein de choses. C'est bon. C'est pas la peine d'en rajouter. Ouais. Mais par contre, dans l'année... à partir d'octobre jusqu'à avril, tout à fait. Et là, on fait Halloween, l'apéro d'Halloween, le repas. À Noël, l'apéro de Noël. Le repas des voisins au mois de février, parce que c'est décalé, mais c'est très bien. Et l'année dernière... La chasse aux œufs avec Pâques? On le fait aux tourbières. Alors, chasse au trésor, donc sur terre ou sur les tourbières. D'accord. Avec des canoës. Donc, c'était super. La dernière activité, moi, j'ai trouvé ça top. Donc, voilà. Et le but, c'est vraiment... là, c'est pour le village. Ça peut être ouvert aux gens extérieurs, mais là, c'est vraiment pour réunir nos locaux. D'accord. Voilà. Donc, fierté, tu as parlé de l'entreprise. Là, tu as parlé des habitants. De réunir, en fait, tous nos habitants. Tu as le droit à une 3e fierté, si tu veux. Ouais, j'en ai 3-4. Du coup, là, je vois mon père. Mon père est très fier, je pense. Ce que j'avais écrit, je dis la fierté discrète de mon père. Il dit rien, il est taiseux, mais je sens que ce que je fais, ça lui plaît. Parce que quand j'ai pris la direction de l'entreprise, il me dit oh là là, oh là 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 là. Ça va être dur. Quand j'ai pris ma fonction de mère, elle dit oh non, c'est pas possible, t'as pas fait ça. Parce que son frère a été maire.
Il était chef d'entreprise et il a été maire. Et en fait, je suis la lignée de mon oncle. Il me dit, non, mais c'est pas possible. Ça va être dur. Ça va être dur, ma fille. Ça va être dur. Et là, quand j'ai pris ce rôle de R, en fait, je pense qu'il est hyper fier de ça. Donc ça, voilà. Ça te rend fier qu'il soit fier. Fier que, voilà, je le satisfasse sur ce point-là. Et je me dis que mes 2 grands-mères et ma mère, puisque ma mère est décédée, doivent être drôlement fiers de moi. Sur ce point-là. Parce que vraiment, de vouloir travailler à l'égalité, à la défense des droits des femmes, des enfants, mais surtout de l'égalité, ouais, je crois que ce qu'elles m'ont inculqué quand j'ai grandi, ça a fonctionné. Voilà, ouais, la petite graine a bien poussé, je pense. Ça, c'est ma petite dernière fierté. Je pense que là-haut... C'est une belle, grosse dernière fierté. Nos dernières questions, j'ai envie de te demander si tu avais une baguette magique pour ton territoire. Alors, est-ce que c'est pour ta commune? Est-ce que c'est pour notre Périgord vert? Est-ce que c'est pour la Dordogne? Je sais pas, tu choisis. Qu'est-ce que tu aimerais changer en priorité? Si j'avais une baguette magique, j'aimerais bien que sur notre Périgord vert, Vendoire, bon ok, mais même sur le Ribéracois, sur le Périgord vert, qu'on puisse développer un petit peu plus d'activités économiques, qu'on puisse avoir un peu plus de jeunesse qui puisse venir s'installer. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas de maison à louer. On a très peu de terrain constructible. Et en fait, on voit nos écoles se fermer les unes après les autres parce qu'on a de moins en moins d'enfants. Donc, voilà, hein, on va pas maintenir des écoles s'il n'y a pas d'enfants. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment qu'on arrive à créer une dynamique économique qui permette que la Dordogne, c'est un très beau département, mais qu'on n'y vienne pas quand on a 60 ans, en fait. Qu'on commence à y venir quand on a 30 ou 40 ans. Qu'on arrive à le faire vivre un petit peu économiquement. Tu vois une différence avec le Périgord noir, parce que moi je suis toujours en colère justement là-dessus, mais le Périgord noir bénéficie d'un gros tourisme de masse l'été, donc d'un point de vue économique, on joue pas dans la même cour. Mais le restant de l'année, je sais pas trop. Je pense que c'est ils ont des entreprises. Ils ont pas mal d'entreprises. Même en agroalimentaire, ils ont quand même quelques belles conserveries. Il y a pas mal d'élevage. Mais alors, toi qui connais très bien le territoire, l'histoire, pourquoi une si grande disparité? Et aussi, pourquoi il y a des territoires ruraux qui arrivent effectivement à sortir leur épingle du jeu, qui font venir des jeunes, l'attractivité d'un territoire. Et pourquoi ici ça marche pas? Ouais, pourquoi? Tu sais? Non, il y a la même chose en Charente. Hein. C'est exactement pareil en Charente. Le cognac, c'est l'économie. À Angoulême, le Nord, il n'y a plus rien. En Sud-Charente, il n'y a plus rien. En Dordogne, je pense que dans les années 80, ils ont eu les bonnes personnes aux bons endroits et au bon moment qui ont su développer tout ce pôle touristique. Donc, clairement, au niveau du département, à un moment où il devait y avoir plus d'argent, ils ont su mettre en valeur ce qu'ils avaient sur leur territoire. Ils ont des grottes à foison, ils ont... toute la partie de Sarlat, les Zézis, patati patata. On peut pas retourner la tête sans grotte par-ci, grotte par-là. Ils l'ont mis en valeur. Donc maintenant, ils le font travailler, ça prospère, il n'y a pas de souci. Il y a des entreprises qui ont perduré, il y a des conserveries qui commence à avoir un peu de mal quand même, hein, ça y est. Ça veut dire que c'est grâce à ces éléments touristiques que l'économie a su se maintenir, éventuellement se développer. Et en même temps, enfin, quand on va sur le Terrassonnais et tout ça, il y a pas mal de structures qui ont, enfin, les collectivités là-bas, enfin, ont su développer les axes routiers, Périgueux, ont su mobiliser les acteurs économiques et les possibilités. Pourquoi sur ce territoire on arrive encore à construire des entreprises? Pourquoi sur ce territoire on arrive encore à attirer ci, ça? Alors que nous, je pense que chez toi c'est comme chez nous, en fait on n'a pas les terrains pour agrandir, pour faire des entreprises. On n'a pas tout ça. On n'a plus de droits constructibles en fait. Plus de droits constructibles, parce que des terrains, tu as l'impression d'en avoir partout quand même. Ah bah oui, mais non, c'est le monde agricole. Nous, on doit restituer ce que les grandes villes prennent en fait, le zéro artificialisation des sols. Donc clairement, pour pouvoir développer Périgueux, Angoulême, Bordeaux,
Eh ben, en fait, nous, on nous impose de ne pas construire, hein. Donc, si d'autres comme ont réussi à développer leur situation géographique, enfin leur lieu, bon, ben, c'est à leur avantage, tant mieux pour eux, je suis contente pour eux. Mais nous, il faudrait qu'on arrive à faire la même chose et qu'on arrête de nous dire, ah ben non, de toute façon, vous pouvez pas construire, il n'y a pas de terrain constructible, on peut pas faire de zone d'activité, c'est terminé. Nous, sur le Ribéracois, ça devient compliqué. Et les axes, Les axes routiers, c'est nous, ce qui traverse ici, c'est Périgueux, Angoulême. Ribérac, on en est un petit peu loin, hein. On a encore 25-30 kilomètres pour réunir cet axe-là. Tu vois, je me disais, oui, les entreprises n'ont peut-être, au-delà de ce que tu viens de m'expliquer, mais n'ont peut-être pas forcément envie de s'installer aussi sur ces territoires, parce que c'est quand même compliqué d'y accéder, patati patata, quoi. On n'a pas tout ce qui est nécessaire à une entreprise. Déjà, on n'a pas la main-d'œuvre, on n'a pas les logements disponibles pour faire venir de la main-d'œuvre. Et après, il nous faut des axes routiers. La nationale 10, la 89, voilà, on est loin de tout ça. Clairement, comment une entreprise peut venir s'installer ici? Toi qui as une entreprise, tu sais de quoi tu parles. Clairement. Si je devais monter mon entreprise aujourd'hui ailleurs, alors l'eau, l'électricité, l'assainissement, c'est des trucs, les autorisations d'État, puisque c'est des activités bien spécifiques. Là, j'ai l'impression qu'on cumule plusieurs handicaps. Oui. Mais il faut avoir une volonté politique à développer tout ça. Moi, je dis que l'Interco doit être un facilitateur pour nos communes. Et après, de l'Interco, l'échange avec le département et nos hommes politiques, en fait. Et c'est vraiment ce cheminement. Moi, on dit la commune, le département, ok. Après, nous, la commune, on n'est rien. On n'est plus rien. Oui, bien sûr. J'ai une secrétaire qui est là 2 jours par semaine. Puis moi, de toute façon, j'ai une entreprise. On avait un super projet. Les associations l'ont cassé, nickel, c'était parfait. Donc, on avait, nous, un projet de piste de roulage. Donc, c'était le circuit automobile. Non, c'était pas un circuit automobile, c'était une piste de roulage qui permettait à des voitures de rouler, à des particuliers qui voulaient aller s'amuser de rouler. Mais on aurait pu faire rouler des vélos, des rollers, faire des cours sur 3 kilomètres, de faire des cours pour apprendre à faire du vélo, pour faire des choses ludiques. Et dans ce projet-là, il y avait la restauration de sellerie, la restauration de moteurs, tout ce qui était vieille mécanique, le travail Moi, j'ai un monsieur qui s'est installé qui décape les carrosseries, donc pour faire de la peinture et tout ça. Enfin, il y avait tout un écosystème économique qui se mettait sur les véhicules anciens et nouveaux, mais principalement anciens. Nous, à Vendoire, on a une association où on regroupe des véhicules anciens, en fait. Donc, voilà, c'était une dynamique. Il y a des Antilles qui ont fait casser. À chaque fois qu'on peut avoir un petit projet, on a des Antilles qui viennent casser les petits projets qu'on peut avoir. Ça, c'est quand même hyper compliqué. C'est pour ça que je dis que je veux des jeunes. Je souhaite avoir des jeunes qui ont envie de développer un territoire et pas avoir des gens qui arrivent à 60 ans, qui ne supportent plus le bruit de la ville et qui veulent avoir la tranquillité et la vue de la campagne, en fait. Parce que quand ils arrivent à la campagne, ils achètent leur maison et la vue. Alors oui, c'est joli et tout, mais en fait, ils ne supportent plus rien. Ils veulent la tranquillité. Non, en fait, notre territoire, il a besoin de vivre comme bien sûr. comme le fait la ville. Je suis d'accord. Hein. Moi, ça me. Voilà. Donc c'est ça, ma petite baguette magique, c'est une grosse baguette magique quand même. Quand même. Parce que là, elle est un peu lourde. Elle est costaud, mais oui, oui. Moi, c'est surtout au départ, ça m'énervait quand je suis arrivée, c'était de voir cette telle disparité entre le nord et le sud. Ou ne serait-ce que tu vois tout ce qui est même émissions de télévision, médias nationaux qui ne parlent que de. La Dordogne n'existe que par Sarlat et Bergerac. Ouais. Le reste n'existe pas. Tu te dis mais merde quoi. On a travaillé sur l'Interco. On a travaillé sur le développement du Périgord ribéracois au niveau du tourisme. Parce que les nouvelles chargées de mission, quand elles sont arrivées de Paris, d'Angoulême. J'ai dit, mais en fait, il n'y a pas Ribérac sur les cartes. Un gros trou. Il y a Brantôme. Je crois qu'après, plus loin, il n'y a plus grand-chose. Hein. Hautefort. Oui, Hautefort, éventuellement. Mais après... Saint-Jean-de-Col, Brantôme et Hautefort. Voilà, c'est tout. Ouais. Et sinon, il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien à voir.
Alors que c'est pas vrai, quoi. Alors que c'est beau, eh ben on a travaillé. Donc nous, sur notre territoire, ça s'appelle le Périgord inattendu, parce que quand les boîtes qui nous ont aidés à travailler sur notre tourisme, enfin en fait, ce qui est drôle chez vous, c'est qu'il y a des pancartes, t'essayes de les suivre, au bout d'un moment, t'es perdu. C'est le Périgord inattendu, c'est-à-dire que tu tombes sur un truc qui est pas du tout ce que tu cherchais, mais c'est peut-être pas si mal. Alors comme je l'avais dit, moi j'étais allée à Paris avec notre interco, parce que la Dordogne, quand même, le département de la Dordogne fait des choses à la maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris. On a une maison de la Nouvelle-Aquitaine qui est là pour mettre en valeur notre territoire. La Nouvelle-Aquitaine, c'est grand. Super grand maintenant, c'est la moitié de la France presque. Donc et du coup, on était allé là-bas en renfort. Et je dis, mais en fait, c'est là qu'il faut diffuser notre Périgord inattendu, le radeau, les tourbières, la barque, les artisans d'art. Du coup, elles ont diffusé, mais c'est pas évident. Puis, qu'on avait rencontré des gens qui sont tordus. Il y a des Parisiens qui arrivent, qui pensent que ça va marcher direct, leurs petites affaires. Ah non, mais il faut le construire. La dernière question. Allez, la toute dernière, mais elle est peut-être la meilleure. Je ne sais pas. On verra. Qu'est-ce qui te donne de l'énergie au quotidien ? Je crois que c'est ma famille qui me soutient derrière tout ce que je fais. Donc, ma famille, les rencontres que je fais, donc les rencontres mes habitants, l'interco, les rencontres avec l'association des maires ruraux, toutes ces personnes que je rencontre, ça me nourrit énormément. Voilà, je crois que c'est ça qui me motive. T'as oublié de parler de moi. Ah, pardon, Sandrine. Je rigole. Tu fais partie des rencontres, en fait, que j'ai fait par l'association des maires ruraux. Tout à fait. Voilà. C'est quand t'as dit ça, j'ai dit... Ah oui. Non, mais c'est ça qui est intéressant. Ces rencontres-là, voilà. Je suis très heureuse de t'avoir rencontrée, Sandrine. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu penses que tu as oublié de nous dire quelque chose ? Est-ce que tu penses avoir tout dit ? Phrase de fin ? Message pour terminer ? Oui, écoute, j'espère vraiment que notre territoire, comme on disait, notre Périgord vert pourra évoluer d'une façon qu'on aura une joie de vivre et une joie d'attirer des familles et des personnes, de nouvelles rencontres. Oui, qu'on fasse venir de nouvelles personnes. Qu'on soit fiers. Qu'on soit fiers de nous, comme on peut l'être. Je suis fière de vivre dans le Périgord vert. Et j'y suis très heureuse et j'aime quand on me dit on est heureux d'habiter ici. Comme j'ai sur mon village des gens qui sont arrivés il y a 3-4 ans et qui sont heureux d'avoir choisi Vendoire. Le plus beau village de Dordogne. Le plus beau village. De France ou de Dordogne ? Je reste modeste, mais je pense qu'on pourrait peut-être aller sur la France aussi. Ouais. La Nouvelle-Aquitaine alors ? Bon d'accord, allez, la Nouvelle-Aquitaine, on va rester... Bon, on va dire la Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, écoute, Marion, je te remercie. Merci Sandrine. Pour cet échange. Et puis, on se retrouve en septembre. Voilà, cet épisode est diffusé en septembre. Ah bah tiens, là, on va dire que je parle en live, là, mais je pense que ton épisode sera diffusé à peu près au moment du congrès, parce que ce sera fin septembre, et le congrès a lieu fin septembre. À Poitiers. À Poitiers. Voilà, donc on se retrouve à Poitiers fin septembre, et en même temps que la diffusion de ton épisode. Merci beaucoup, Sandrine. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, eh bien vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, eh bien abonnez-vous à la newsletter. Alors soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!